Imaginez un monde en pleine mutation, une terre à la dérive. Nous sommes en Gaule, au 5e siècle. Le jadis puissant, Empire romain, phare de l'ordre pendant des siècles, s'effondre. Ses légions ont battu en retraite, son autorité s'est évanouie, laissant derrière elle un vide de pouvoir, terrifiant mais propice aux opportunités. Le paysage est une mosaïque de peuples concurrents. Les Gallo-Romains, accrochés à leur héritage, les Wisigoths, qui ont établi un royaume au sud, les Burgondes, installés à l'est. Dans cette scène chaotique, un nouveau peuple arrive du nord et de l'est, traversant le Rhin, avec l'ambition au cœur. Ce sont les Francs, une confédération de tribus germaniques, de féroces guerriers, assoiffés de terres et de destinées. Ils ne sont pas une force unique et unifiée, mais un ensemble de clans, dirigés par des chefs aux cheveux longs, symbole de pouvoir et de connexion aux dieux. Les Francs saliens, installés près de la côte. Les Francs ripuaires, le long du Rhin. Ce sont des païens, adorant les anciens dieux de la guerre et les dieux de la nature, dans des bosquets sacrés. Clovis est un homme d'action, un stratège né, avec une ambition ardente. Il n'a pas l'intention de rester un roi mineur. Son regard est fixé sur l'expansion. Son premier grand test, 486, la bataille de Soissons. Il affronte Syagrius, un général romain qui s'est taillé un domaine entre la Somme et la Loire. Syagrius, dernier vestige de l'autorité romaine en Gaule du Nord. L'affrontement est décisif. Clovis et ses guerriers francs avec leurs haches, les francisques, écrasent Syagrius. Cette victoire est un tournant monumental. Elle double la taille du royaume de Clovis. Elle annonce une nouvelle puissance. Cette victoire donne naissance à l'anecdote du vase sacré. Un évêque supplie Clovis de rendre un vase pillé. Clovis accepte, mais la coutume veut partager le butin. À l'assemblée, Clovis demande le vase en dehors de sa part. Tous acceptent, sauf un soldat. Tu n'auras que ce que le sort te donne, Clovis ravale sa colère. Un an plus tard, lors d'une revue, il reconnaît le soldat. Il jette les armes du soldat au sol. Alors que l'homme se penche, Clovis lève sa hache et le frappe. Au-delà de son génie militaire, Clovis possédait une intelligence politique aiguisée. Il comprenait que pour gouverner efficacement la Gaule, il avait besoin de plus que la seule loyauté de ses guerriers francs. Il avait besoin du soutien de l'influente élite gallo-romaine et, surtout, de la puissante église catholique. Son épouse, Clotilde, une princesse burgonde, joua un rôle crucial. Contrairement à la plupart des royautés germaniques, qui étaient des chrétiens ariens, une branche du christianisme considérée comme hérétique par l'église catholique, Clotilde était une catholique fervente. Elle exhortait inlassablement son mari à abandonner ses dieux païens et à embrasser sa foi. Pendant longtemps, Clovis hésita. Ces dieux étaient les dieux de ses ancêtres, les divinités de la guerre et de la victoire. Comment pouvait-il les abandonner ? Le tournant, selon Grégoire de Tours, survint en 496 lors de la brutale bataille de Tolbiac contre les Alamans. Les Francs étaient sur le point d'être vaincus, leurs lignes rompues sous l'assaut ennemi. Dans un moment de désespoir pur, voyant son armée s'effondrer, Clovis leva les yeux au ciel et fit un vœu. Il pria non pas ses propres dieux, mais le Dieu de Clotilde. Il jura que si Jésus-Christ lui accordait la victoire, il croirait et serait baptisé en son nom. Miraculeusement, le cours de la bataille s'inversa. Le roi des Alamans fut tué, et son armée, sans chef, se rendit. Clovis y vit un signe clair, une intervention divine qui scella sa décision. Le jour de Noël, probablement en l'an 498 ou 499, cet événement capital eut lieu dans la ville de Reims. Clovis, le redoutable guerrier païen, fut baptisé par l'évêque Remi. À la mort de Clovis en 511, son vaste royaume ne fut pas transmis à un seul héritier. Conformément à l'ancienne coutume franque, il fut divisé équitablement entre ses 4 fils, Thierry Clodomir, Childebert Clotaire. Cette tradition allait devenir la faille fatale de la dynastie. En pratique, cela créa 4 cours rivales. Les premières années virent les frères coopérer conquérant le royaume de Bourgogne et étendant leur domination vers l'est sur une grande partie de l'Allemagne. Ils étaient habiles à la guerre et avides de gloire. Mais la fraternité était fragile, brisée par cupidité et suspicion. Tandis que les rois mérovingiens s'épuisaient dans des querelles familiales sans fin, un nouveau pouvoir grandissait constamment au sein des murs du palais. C'était la fonction de maire du palais, ou majordomus. À l'origine,
Cet officier était simplement le gestionnaire de la maison royale responsable de l'administration quotidienne, des domaines du roi et des affaires domestiques. Il était le principal serviteur de la couronne. Cependant, à mesure que les rois étaient de plus en plus préoccupés par la guerre civile, ou, plus tard, moins intéressés par les affaires fastidieuses du gouvernement, les maires virent leur influence s'accroître considérablement. Ils commencèrent à contrôler l'accès au roi, à gérer le trésor royal, à commander les armées. Ils devenaient le véritable pouvoir derrière le trône. La longue et sanglante querelle entre les reines Brunehaut et Frédégonde eut un impact profond sur ce changement de pouvoir. Pour mener leur guerre, les familles royales rivales durent faire d'importantes concessions à l'aristocratie foncière. Elles leur accordèrent de vastes domaines et une plus grande autonomie en échange de leur soutien militaire. Ce processus renforça la noblesse aux dépens de la couronne. Les maires du palais, souvent choisis parmi les familles aristocratiques les plus puissantes des royaumes d'Austrasie, de Neustrie, de Bourgogne, devinrent les chefs naturels de cette noblesse renforcée. Ils n'étaient plus de simples serviteurs, mais des faiseurs de rois, représentant les intérêts de l'aristocratie, agissant souvent comme les souverains de facto de leurs royaumes respectifs. Le dernier siècle de la domination mérovingienne est souvent appelé l'ère des rois fainéants. Cette étiquette, popularisée par les historiens carolingiens qui leur succédèrent, dépeint des monarques paresseux et décadents qui ne faisaient guère plus que laisser pousser leurs longs cheveux et voyager d'une villa royale à l'autre en char à bœuf. Bien que ce soit en partie de la propagande destinée à légitimer l'usurpation ultérieure du pouvoir, cela contient une part de vérité. Dépouillés de leurs terres, de leurs richesses et de leur autorité militaire par les puissants maires du palais, les derniers rois mérovingiens n'eurent plus que les fonctions cérémonielles de leur charge. Ils étaient des symboles, non des souverains, des fantômes hantant les couloirs du pouvoir, tandis que d'autres gouvernaient en leur nom. Le véritable maître du royaume franc, au début du 8e siècle, était Charles, le fils illégitime de Pépin d'Herstal. Brillant et impitoyable chef militaire, il gagna le surnom de Martel. Sa victoire la plus célèbre survint en 732 à la bataille de Tours, ou Poitiers. Là, il mena une armée franque pour arrêter l'avancée d'une immense force de pillards musulmans d'Al-Andalus. Cette victoire fut d'une importance monumentale. Quel est donc l'héritage de ces rois chevelus ? Pendant des siècles, leur mémoire fut éclipsée par les glorieux carolingiens qui leur succédèrent, les considérant comme des souverains décadents et inefficaces. Pourtant, oublier les mérovingiens, c'est oublier les origines mêmes de la France et, à bien des égards, de l'Europe occidentale. La dynastie qui présida à la transition du monde classique de Rome à l'ère médiévale. C'est Clovis qui unit les Francs, embrassa le catholicisme et créa une synthèse de la culture guerrière germanique et de la civilisation gallo-romaine. Le nom même de France est un héritage direct du royaume des Francs qu'ils établirent. Leurs choix jetèrent les bases du féodalisme médiéval. Ils aidèrent à préserver la culture et à propager le christianisme. Ce sont les fondateurs oubliés, dont les fantômes hantent encore les fondations de la nation qu'ils ont fait naître.